Donc Ouais, bonjour à on tous. est en cours. On est ravi de vous accueillir ici sur la première session du Workplace Ninja France avec Clément qui va présenter la moderne authentification avec PowerShell. Donc la semaine prochaine, on aura une autre session avec Frédéric et Nicolas, qui est deux anciens collègues, qui présenteront comment monter un lab sur M365. Si vous avez des idées de sessions à présenter, que vous voulez partager quelque chose, un retour d'expérience, partager vos connaissances, n'hésitez pas, on accepte tout le monde. L'idée, c'est vraiment de partager la connaissance avec tout le monde. Il n'y a pas de pression sur les dates, hein, c'est vous qui choisissez quand vous voulez passer, le temps que vous voulez présenter, il n'y a pas de pression là-dessus. Donc Clément, je te laisse la main. Ok, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite session PowerShell Modern OTH, comment faire. Du coup, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Clément Séraphin, je suis Ninja Architect sur la partie 365. Je suis membre des communautés AMS, CADIM. Vous pouvez éventuellement me retrouver sur les Identity Days, sur le PPFS. J'interviens sur la plupart des événements qui concernent Microsoft 365. J'habite à Paris, donc j'interviens surtout sur la partie Île-de-France. Vous pouvez retrouver mon blog msblog.fr où dessus, généralement, je mets toutes les vidéos des conférences que j'ai faites ou des articles qui peuvent concerner autant l'identité, la sécurisation. Par exemple, si vous voulez un peu plus de détails sur cette session-là, j'avais fait aussi un article sur PowerShell et la moderne OTH que vous pourrez retrouver qui est beaucoup plus détaillé que la session d'aujourd'hui. Je suis certifié sur les parties messagerie, Teams, sécurité, Azure, surtout du M365. Pour les hobbies, on avait la partie hobby, je vous ai mis un petit ninja qui cuisine parce que j'adore cuisiner. Et après, je vous ai mis mes petites infos de contact. Donc du coup, l'agenda aujourd'hui, premièrement, on va parler basique versus moderne. Le but, c'est de comprendre un peu la différence entre les deux, le pourquoi on doit passer vers la moderne authente. Après, on va voir comment on déploie une moderne app. C'est vraiment comment on va faire le déploiement de celle-ci. Et après, on aura le time to code, c'est-à-dire du moins en forme de code, comment ça va se matérialiser. Vraiment comment on va modifier notre code pour aller vers de la moderne OTH et une petite conclusion. Du coup, premièrement, on va aller voir le basique. Basic Authentication, c'est quelque chose que vous devez souvent connaître. Alors aujourd'hui, moi, je parle surtout sur la partie collaborative. Lorsque vous faites du PowerShell, généralement, vous avez des petits reporting qui sont dans votre entreprise, comme la partie, on va dire, la volumétrie des mailbox. Vous avez votre Exchange on-premise. Vous avez fait vraiment un export de toute la volumétrie des mailbox pour aller surveiller votre stockage en interne. Demain, vous avez fait la migration vers Office 365, vous avez un peu adapté ce script-là, mais il n'y avait pas gros changements à faire. Et donc, c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, le processus Basic Authentication, qu'est-ce qu'il fait de base? Ça va être vraiment, on va dire, un partage username et password qui va passer sur le réseau. Donc, à chaque fois que vous allez faire vraiment une tentative d'initiation d'une connexion PowerShell, il y a ce username et ce password qui vont passer avec un encodage en base 64 et on va avoir pas forcément de sécurité additionnelle. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de multi-factor authentication, vous n'allez pas avoir de notification portable. Il y a vraiment, c'est juste un username et un password quand on va passer du basique. Il va s'envoyer lorsqu'après vous allez avoir la réponse, vous allez avoir un accès qui va vous donner, qui va vous être donné. Donc, le problème de la basique, vraiment, c'était un protocole qui était très bien pendant pas mal de temps, mais aujourd'hui, par exemple, il ne va pas implémenter des mécanismes anti-brute force. Donc, si je vais faire 1000 tentatives sur votre serveur Exchange, à un moment, il kaboom. Après, derrière ça, il y a aussi des choses, par exemple, le Basic Authentication, il n'y a pas forcément un processus de déconnexion automatique. Si vous ne faites pas un remove PS session, concrètement, aujourd'hui, votre session va rester active. Vous allez avoir des stockages d'identifiants qui vont se faire. On peut avoir aussi des délais sur des demandes de reset de mot de passe, etc. Donc là, aujourd'hui, la Basic Authentication, c'est un vieux protocole qui a servi pendant pas mal d'années, qui a été sympa, mais qui malheureusement aujourd'hui commence à présenter de plus en plus de failles. Et du coup, les entreprises en elles-mêmes ont pris la décision de dire on arrête ça. Du coup, pour faire ça, ils se sont dit allez, on va passer vers du moderne. Voilà, basique, moderne. Bon, ils ne sont pas allés chercher loin les noms. Mais du coup,
grosso modo, comment on va passer vers de la moderne. La chose qu'il y a, c'est que le processus de Modern Authentication, le but, en fait, ça va être, là, on va parler surtout au OTH, ça va être de déléguer une authentification à un provider d'identité et on va aller faire confiance à cette personne-là pour pouvoir identifier l'application. Donc, on va arrêter de dire oui, l'application va porter l'authentification. Oui, l'application est secure by default. Par exemple, quand on a un exchange, on n'a pas forcément un très gros hardening de sécurité sur l'exchange en lui-même, alors que le provider d'identité, c'est la première chose qu'on va sécuriser dans une entreprise. Donc, du coup, pour le processus sur la partie moderne, concrètement, comment ça va marcher? Vous allez faire votre demande. Donc là, on a la partie marquée web browser, donc qui est votre petite, vraiment votre navigateur. Vous connectez à votre web app. Lorsque vous allez faire la demande à la web app pour vous identifier, vous allez avoir une redirection qui va aller se faire vers un provider d'identité. Donc là, nous, on a pris Azure AD sur ça. Et donc, lorsque vous allez être redirigé vers ce provider d'identité, vous allez leur donner les credentials, ils vont vous donner un token, et après, vous allez donner ce token à votre application qui valide que votre identité est bien. Et une fois que l'application a validé le token, vous allez pouvoir vous connecter à l'appli. Concrètement, les avantages de ça, ça veut dire qu'on va pouvoir, au lieu de se prendre la tête à sécuriser application par application et surtout comment se connecter vraiment toute la partie authentification de l'application, en fait, on va juste la déléguer. Et du coup, ben, sur Azure AD, on va avoir pas mal de choses qui vont venir. Ça va être le cas aussi dans pas mal d'autres briques, comme sur AWS avec AD Connector, etc. Vous allez pouvoir faire de la sécurisation, donc déploiement du MFA. Donc, par exemple, sur une application qui est vraiment basique, juste un petit site HTML, vous mettez l'authentification. Lorsque vous arrivez à y mettre un protocole OTH, vous allez pouvoir avoir le MFA pour une appli alors qu'elle n'était pas destinée à ça. Ce qui est bien, c'est que les jetons d'accès OTH ont une durée de vie limitée. Donc, il y a vraiment un processus de déconnexion automatique qui va se faire dessus. Et après, on a toute la partie sur Azure AD qui est Defender for Cloud Apps. Ça, en fait, c'est vraiment toutes ces briques-là qui va prendre en charge différents modes de déploiement, donc du SAML, OTH, etc. Vous allez pouvoir faire de la collecte de journaux, des connecteurs API, du reverse proxy. Vous allez pouvoir vraiment avoir une partie de sécurisation et un gros hardening sur votre sécurité qui va pouvoir s'appliquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais ajouter une application lambda. Par exemple, il y a un accès conditionnel que je peux faire directement dans Azure AD pour accéder à cette application. Je n'ai même plus à me prendre la tête à aller sécuriser, du moins sur une appli de base qui n'avait même pas une fonctionnalité comme ça, comme les accès conditionnels. En faisant une délégation d'authentification, je peux aller mettre ça en place. Donc voilà, c'est vraiment aujourd'hui, le but, c'est de voir comment on met en place ça. Passer de juste je passais un username password à un système sécurisé avec soit du MFA, vraiment, ou tout ce qui va derrière. La petite news dont je vous ai mis le petit lien, donc vous l'aurez de toute façon dans la vidéo après, vous pouvez la retrouver dès que vous tapez Basic Authentication Deprecation, le premier lien Microsoft qui a tombé, c'est celui-là. Normalement, moi j'ai fait de la com pendant toute l'année pour essayer d'éviter ça. Microsoft avait fait l'annonce il y a déjà 3 ans, c'est arrêt de l'authentification de base. C'est-à-dire, voilà, le basique qu'on vient de voir, c'est stop, parce que ça présente des failles, ça a été percé plusieurs fois. Et donc, du coup, ils ont dit, on arrête les bêtises, on va le stopper. Sauf que le problème, c'est que dans notre cas, ça va concerner pas mal de choses. On va avoir la partie Exchange Online. Donc, concrètement, aujourd'hui, pour toutes les personnes qui ont un Outlook 2010, il n'est plus possible de se déconnecter. De se connecter, excusez-moi, de se connecter. Donc, Outlook 2010, Office 365, stop. Lorsque vous avez du 2013, vous devez faire les mises à jour. Vous devez concrètement derrière ça avoir quelques clés de registre en plus. Selon qu'est-ce qui a été fait sur le PC, des fois, ça peut ne pas passer. Pour vous dire, sur un parc, actuellement, j'ai un parc d'à peu près 4000 utilisateurs. J'ai eu du 2013 qui s'est baladé, j'en ai une cinquantaine, impossible d'arriver à les faire passer parce qu'ils voulaient à chaque fois repartir en authentification de base. Résultat, on s'est pas pris la tête, on les a passés en E3 pour pouvoir contourner la chose parce que aujourd'hui, vraiment, l'authent de base, c'est quelque chose qui est plus supporté. On avait la partie ActiveSync pour les personnes qui ont perdu leur mail sur téléphone. Si vous avez été avec l'application juste mail sur Android ou l'application mail sur iPhone
Et ben aujourd'hui, l'accessing, c'est terminado. Donc ceux qui ont des iPhones à partir de la version 14, bah, tant mieux. L'application mail dans la version 14 marche très bien. Mais sinon, ben, c'est Outlook pour mobile obligatoire. Donc Android, si vous n'avez pas Outlook pour mobile, non. Après l'arrêt du PoppyMap, donc pour ceux qui avaient des belles applications, je pense toujours à vos systèmes de ticketing. Ça, c'est vraiment le cas le plus basique. Les systèmes de ticketing faisaient du PoppyMap en basique. Et bah, normalement, en fait, les constructeurs ont été, les développeurs, etc., ont été informés très tôt de ça et ont mis en place du POP et de l'IMAP en version moderne. Pour ceux dont c'est pas le cas, parce que vous avez des développements maison, généralement vos développeurs s'arrachent les cheveux en mode oui, il faut le faire. Et ça, ben pareil, c'est mandatory. PowerShell distant, là, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, PowerShell distant, les anciens protocoles PowerShell distant, ben, terminés. Service Exchange Web, carnet d'adresses comme l'OAB, la découverte automatique lorsque vous aviez un VI Audio Discover. Maintenant, c'est un autre protocole qui est utilisé vraiment pour configurer votre Outlook. Du coup, concrètement, beaucoup de choses ont sauté. Pour ceux dont c'est pas le cas, à la base, la coupure, c'était le 31 décembre. Pour ceux que ça n'avait pas coupé, ils vous ont dit oui, on va vous envoyer quelque chose dans votre message center et 7 jours après, ça va couper. Donc, ça n'a pas été non plus une grande joie. Normalement, ça a peut-être déjà coupé partout chez vous. Pour ceux où ça n'a pas encore coupé, ben là, c'est projet urgent parce que si vous n'avez plus de système de ticketing, ça va être compliqué. Il reste une seule chose qui se balade encore, qui a tendance encore à se balader, c'est la partie SMTP. Ça, on va en parler justement aujourd'hui. Je vais vous faire un exemple PowerShell sur la partie authentication SMTP. Vous avez des applications, des fois, où vous mettiez juste les logs sur ça pour vous connecter, en mode je me connecte en SMTP, smtp.office365.com. Et lorsque vous connectiez directement, c'était quelque chose d'assez basique. Et ben, actuellement, c'est pas encore dans le viseur de Microsoft, mais ça va pas tarder à sauter. Et ça, je vous encourage. Vous avez des reportings qui existent directement dans Azure AD pour aller sortir la liste de toutes vos applications qui fait de l'authentication SMTP. Moi, j'ai scripté directement. Si vous voulez, je pourrais vous partager sur un repos, mais concrètement, moi, aujourd'hui, dans mon entreprise, j'en ai à peu près 150 qui se connectent directement à Office 365 pour aller faire du SMTP. Celle-là, moi, je vais bientôt vraiment à ça faire un projet pour toutes les sortir. Et on va passer sur du relais SMTP qui sera déployé en local dans les boîtes et avec des connecteurs vers directement de l'Exchange. Du coup, comment déployer Modern App? La Modern App, ça va se déployer dans la partie Azure AD. Alors, d'abord, on va parler de l'ancien code Exchange. Le cas qu'on avait pris là aujourd'hui, c'était prendre la taille des mailbox. Donc, je vous ai mis en rouge les petites parties qui n'allaient pas dans le code. Bon, la première partie, donc user credential, get credential, voilà, on prend les identifiants. Et la chose qu'on va faire, c'est qu'il y avait un CMDL qui était le new PS session. Donc, la new PS session directement vers outlookoffice365.com qui, avec les credentials fournis, authentication basique. Et concrètement, on ouvre une session comme ça. Donc, on fait un new PS session, import CF session, l'import PS session, je dis disable name checking, vous pouvez mettre la local etc. Mais ça, c'était concrètement comment on s'est connecté pendant pas mal de temps. Il y a encore 3 ans, je crois que j'utilisais ça tous les jours. Donc, ça, c'était vraiment voilà, votre CMDL de connexion pour atterrir sur Exchange. Derrière, vous avez la partie $user get mailbox, result size unlimited, qui permettait d'avoir vraiment toutes les boîtes, de sortir toutes les boîtes. Et bon, j'ai fait un filtre user mailbox, donc récipient de type détail user mailbox, qui me permet d'éviter de sortir des boîtes que je veux pas, comme les boîtes de discovery, etc. Pour chacune d'entre elles, je vais sortir les statistiques, donc get mailbox statistiques. Ça, c'est mon vieux code. Ce code-là, simplement, me permet de sortir les stats de mes mailbox. C'est juste, voilà, ça, sortir les volumétries aussi simplement que ça. Et le but après, bah, dans ça, c'est on va voir comment on va le modifier. Une fois que j'ai les volumétries, seconde étape, envoyer le report. La chose qu'il y a, c'est que quand vous faisiez un envoi, généralement, vous avez quelque chose qui était un send message, SMTP server.
vous mettez, voilà, là c'est un cas de SMTP authentifié direct. On met SMTP Office 365.com du 587. Vous mettez depuis l'utilisateur, vers quel utilisateur, le CC, le subject, un body avec tout ce qu'il faut dedans, l'attachment, les creds, et derrière le petit tiret use SSL. Le send mail message, c'est le basique lorsque vous faisiez l'envoi d'un message. Donc on va voir comment modifier surtout ces deux parties-là. Donc bon, j'ai pas, si vous voulez, j'ai dans la partie vraiment sur mon blog, vous pouvez retrouver le détaillant. J'ai mis tout le détaillant du code avec toutes les variables, etc. pour faire toute la modification. Là, je voulais un peu simplifier pour qu'on puisse se concentrer sur ces CMD-là. Donc d'abord, la première chose qu'on va commencer, c'est les modules. J'espère que vous êtes à jour sur vos modules. La première chose qu'on va aller voir, c'est le module Exchange Online Management. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire que de base, ils sont à jour sur Exchange Online Management. Vous avez une petite news qui est arrivée en janvier. En fait, il y a un PowerShell module pour Exchange Online Management en V3 qui est sorti. Et en fait, basiquement, toutes les personnes qui avaient un module qui datait entre octobre et novembre, avant, tout ce qui est avant octobre et novembre, vous avez un PowerShell module pour Exchange Online qui est en V2. Et la V3 est passée en prod que très récemment. Donc, je vous invite vraiment à les faire. Normalement, vous faites un uninstall module. Vous allez pouvoir désinstaller votre module Exchange Online et à réinstaller le nouveau. Vous verrez, il y a une petite fenêtre jaune à chaque fois qui va vous dire que vous êtes en PowerShell V3 quand vous vous connectez. Et vraiment, je vous invite à mettre à jour aujourd'hui votre module. À savoir, c'est que pour vraiment, hein, j'avais fait un petit article sur ça. Actuellement, pour la V2, on est à peu près à 2 500 000 utilisateurs. Pour la V3, on n'était que 400 000 dessus, la dernière fois que j'ai fait l'article. Donc concrètement, il y a des mages à faire. La seconde chose qu'on va aller chercher, c'est le module graph. Le module graph continue à se populariser, à s'élargir. Le module graph, vraiment, c'est un peu la solution à Microsoft pour tout faire. Il permet autant d'aller voir les parties mail, les parties tasks, les parties files, les parties groupes. Le module graph, c'est le fait, c'est d'arrêter d'avoir 27 milliards de modules pour faire plein de choses. Le module graph, normalement, fait tout. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. C'est pour ça que je vous ai mis le module Exchange Online Management, mais ça va venir. On parlera des CMDLED sur ça. Ça va arriver, mais au moins, vous savez, le module graph va être quelque chose qui va continuer à se démocratiser sur ça. La partie Azure App. Donc, on va parler du coup d'une Azure App, vraiment comment on crée une Azure App. Donc, à savoir, c'est que vous avez deux onglets. Il ne faut pas spammer l'onglet. À chaque fois, on spamme l'onglet dans la partie portail Azure. Je vous ai mis le petit lien. La chose dont on va parler, c'est App Registration. À chaque fois que vous atterrissez sur le portail Azure AD, vous avez la partie Enterprise App. C'est la partie App Registration. C'est un peu, voilà, sur Entra, vous avez vraiment maintenant la différence entre les deux. Entra, il y a juste Enterprise App, en dessous App Registration. Mais du coup, le premier but, ça va être de créer une application. Donc, ce qui est bien dans ce système-là, c'est que vous allez créer des applications à chaque fois pour des besoins, pour des applis, de se dire, ben voilà, quand on a parlé du PopImap, que j'allais dire, il faut que en PopImap, je reconfigure mes applications pour qu'elles fassent du PopImap en version moderne ETH. À chaque fois, j'ai créé une application pour chacune des applis que j'avais en PopImap. Et donc, comme ça, je peux faire vraiment la régulation application par application. Donc, on va créer une application. Vous allez avoir plusieurs options. De base, normalement, pour l'application, on va aller juste la limiter au directory. Donc, je vous ai mis l'option à gauche. Voilà, le but, c'est pas non plus de l'ouvrir à la moitié de la planète. Quand vous mettez Personal Microsoft Account, c'est vraiment l'ouvrir à la moitié de la planète. Je crois le pire, c'est la 3. La 3, c'est vraiment votre directory plus les accounts. Donc généralement, on va mettre juste là l'account, vraiment le tenant qui est concerné. Et après, vous avez les configurations de plateforme. Là, aujourd'hui, on va pas en parler parce que pour PowerShell, il n'y a pas spécialement besoin. Mais à savoir, c'est quoi, vous pouvez configurer les plateformes selon si vous faites une single page application ou une application API, etc. Lorsque vous avez créé votre application, on va lui donner des droits. Donc, vous allez avoir la partie API permission. Et l'importance là-dedans, c'est qu'on va avoir surtout deux types de permissions. Des permissions qui sont dites déléguées, des permissions qui sont dites d'application. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Donc, quand on va faire une délégation de permission, on va parler que c'est pour une personne. Dans notre exemple, la Ninja. Donc, lorsqu'on délègue une permission déléguée, c'est pour se connecter avec un log utilisateur. Lorsqu'on va faire une délégation d'application permission, on va aller parler pour un service qui est dit background ou daemon.
Le but, c'est d'avoir une application qui va se connecter. Donc l'application, ça va passer par un service principal, c'est se connecter, mais pas en tant qu'utilisateur. Donc on va voir les méthodes, ça va être soit avec du certificat, soit avec du secret. Donc sur ça, normalement, voilà, vous pouvez aller voir entre les deux, je vous ai mis les exemples après. Lorsque vous faites des applications permission, ici, par exemple, je vous ai mis les exemples pour Graph. Je vous ai mis à peu près vraiment un peu beaucoup de choses qui étaient faisables et différentes. Donc concrètement, lorsque vous allez avoir du graph, vous avez des choses, par exemple, quand vous voulez voir les logs, c'est du audit log. Directory read, c'est le plus gros, c'est vraiment, vous pouvez tout lire, assignement de licence. Et là aujourd'hui, alors la chose qui nous intéressait, c'est partie mail read, mail send. Et en dessous, je vous ai mis la partie Office 365 Exchange Online. Donc, je vais vous mettre, alors donc du coup, il y a la partie PowerShell. Généralement, PowerShell a des CMDLET qui sont directement associés. Malheureusement, tous les CMDLET n'existent pas forcément. C'est-à-dire que du coup, aujourd'hui, vous avez par exemple dans Graph une permission qui est mail read, donc qui vous permet de lire les mails. C'est-à-dire vraiment, je veux ouvrir une boîte mail et je veux savoir quels sont les mails dedans. Malheureusement, en PowerShell, ça n'existe pas encore. Donc, je vous ai mis la requête HTTP qui est correspondante. Donc là, par exemple, c'est un GET. Donc ça va être vraiment, vous allez devoir faire une requête POST ou une requête GET pour avoir, du coup, là, c'est un GET Mailbox Usage Detail. Lorsque, par exemple, vous envoyez un mail, donc on a vu tout à l'heure que c'était le Send Mail Message, et ben là, en fait, quand vous allez le faire en graph, ça va être un Send MG User Mail. Derrière ça, pour la partie Exchange Online, je vous ai mis aussi, par exemple, c'est Get Exo Mailbox Statistics qui vous permettent d'avoir les détails. Normalement, si vous voulez faire les choses bien aujourd'hui pour vraiment notre reporting juste de la volumétrie des mailbox, on pourrait mettre directement du graph mail read, mail send. Mais comme vous voyez sur le mail read, malheureusement, les CMDL n'existent pas encore. Donc, pour vous simplifier, vous pouvez faire vraiment derrière de la partie de droit API Exchange Online, Exchange Manage, et vous pouvez lancer vos commandes derrière ça. Exchange Online qui seront peut-être un peu plus, qui seront, on va dire, un peu plus simples à lancer. À savoir sur ça, vous avez un tableau de correspondance qui a été fait par Microsoft si vous cherchez correspondance Azure AD Microsoft Graph. Ils ont commencé à faire un tableau de correspondance en fait entre les différents CMDLET de Azure AD et la partie Microsoft Graph qui est derrière. C'est le cas pour Azure AD. C'est pas encore le cas pour Exchange parce que tous les CMDLET n'ont pas été implémentés dans Graph encore. Donc du coup, aujourd'hui, les droits qu'on a besoin, mail read, mail send ou du Exchange Manager Zap. Et après, on va aller faire une application de permission. Donc la chose qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas envie que ce soit mon compte qui se connecte. Pourquoi? Parce que je vais faire juste pour un reporting, je vais faire une tâche schedulée. Et donc du coup, pour faire une tâche schedulée, il faut que ça soit généralement avant quand vous faisiez le new PS Session, vous prenez la tête à aller mettre vos logs dans un point .ini, etc., ou dans un XML avec un hash. Et en clair, vous aviez vos logs, ce qui n'est pas non plus ouf. Aujourd'hui, moi, la chose que je vous conseille, quand vous faites ça, vous mettez de l'application permission et vous mettez un certificat. Donc voilà, moi, par exemple, vous voyez, j'ai un certificat qui s'appelle mjgraph PScript. Donc là, c'est juste pour mon script de reporting. J'ai un certificat qui est installé sur la machine. J'ai mis le certificat dans Azure. Ça marche aussi avec des certificats qui peuvent être directement générés dans Azure. Dans Azure, vous avez la partie génération de certificats. Ça peut aussi marcher avec ça, donc vous la mettez sur la machine. Vous avez après aussi ce qu'on appelle le secret. Donc le secret, si vous créez juste un secret, ça va vous donner une chaîne de caractères super longue et vous pouvez l'utiliser pour vous connecter. Donc ça, voilà, c'est les deux parties. Je vous conseille plus d'aller sur du certificat. Les secrets, c'est plus convénient parce que quand vous le donnez à un tiers, c'est-à-dire que quand j'ouvre l'API à un tiers, je ne vais pas aller envoyer un certificat pour une boîte sur laquelle j'ai pas forcément de contrôle. Donc on leur envoie généralement un secret. À savoir, c'est que là, vous voyez, il y a un petit expire qui est marqué. Le maximum d'expiration sur les secrets, c'est 2 ans. Concrètement, aujourd'hui, vous allez devoir mettre en place un système de management de vos secrets en interne dans la boîte. Pourquoi? Parce que si vous avez des secrets, comme vous faites le tracking de l'expiration de vos certificats, vous allez devoir faire le tracking de l'expiration de vos secrets. Time to code. Bon, du coup, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. On avait l'ancien code, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que va donner le nouveau.
On va commencer, c'est la partie Certificate Thumbprint. Donc là, je vous ai mis des X parce que, bien sûr, je ne vais pas vous mettre les H de mes certificats. Donc concrètement, vous allez avoir vraiment la notion, vraiment l'empreinte du certificat, vous allez la récupérer et vous allez la mettre directement ici. Vous allez après avoir l'App ID. Donc l'App ID, lorsque vous créez une application, vous allez voir, il y a une partie marquée dans les descriptifs de votre application, vous allez avoir une partie qui est marquée App ID et vous allez pouvoir aller directement récupérer ça. La dernière partie, c'est Tenant ID, qui est l'ID du tenant. Donc ça, vous pouvez aussi la récupérer pareil avec l'application. L'organisation, donc le domaine technique de votre organisation. Et vous allez après pouvoir vous connecter. Je vous ai mis la méthode certificat pour la connexion parce que c'est celle que je préconise. Concrètement, quand vous mettez la méthode, vous faites la méthode avec le secret. La seule chose qui va changer, c'est la commande du certificat thumbprint qui va être remplacée par secret. Du coup, pour les deux CMD LED, pour se connecter avec Exchange Online, pour aller sortir toute la partie vraiment volumétrie de nos boîtes mail, Connect Exchange Online, l'App ID, l'organisation Thumbprint. MGGraph, c'est pareil, App ID, Tenant ID et Certificate Thumbprint. Une fois que vous avez fait ça, on va aller choper les mailbox statistiques. Alors, petite notion sur ça, je vous ai mis les CMD LED modernes. C'est-à-dire que aujourd'hui, Microsoft a dit oui, on va sortir des nouveaux CMD LED qui sont beaucoup plus rapides. Donc, à la base, vous faisiez un get-mailbox. Aujourd'hui, je vous invite à aller faire du get-exo-mailbox. La CMD est beaucoup plus rapide. Sur le parc, ça va pas être non plus top par rapport à get-mailbox, mais lorsque vous avez commencé à avoir des gros scopes, des scopes à 10 000, 15 000 en termes de request, le exo-mailbox va vous faire gagner du temps vraiment sur ça. Donc du coup, là, on va aller chercher vraiment, c'est la partie vraiment de sortir toutes nos stats, de sortir les volumétries de nos boîtes mail. Donc, je vais sortir Get Exo Mailbox Result Unlimited pour avoir toutes les boîtes. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai fait un filtre sur réception de type details parce que je ne veux pas sortir les Discovery Mailbox. Et une fois que cette commande a été faite pour chacun des utilisateurs, je vais aller sortir le mailbox statistique, donc vraiment la taille. Donc du coup, la chose que j'ai fait, donc je voulais juste $name, donc ça c'est parce que je voulais le nom, le user principal name, la taille, et après je vais faire un petit, alors ça c'est un math, cette petite commande-là va vous permettre de arrondir au mégabit, au mégabyte près. Donc du coup, à chaque fois, ça vous sort un chiffre en mégabytes pour la boîte. Je fais juste ça parce que sinon, en fait, ça sort une métrique qui est un peu moche à chaque fois qu'on fait un get exo mailbox statistique. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a sorti vraiment nos volumétries de boîte mail. Et le but juste après, ça va être de voir comment envoyer le mail. Donc, généralement, bon, là, j'ai mis en forme de paramètres, mais vous allez devoir faire une structuration un peu comme en JSON. Donc, le but, ça va être vraiment d'avoir un message, un sujet, le body. Vous retrouvez vraiment tout ce qui était avant dans le send-mail message. Hein. C'est juste qu'on l'a placé sur un array paramètres. Et vous allez avoir attachment. Donc, si vous voulez tout le report que vous aviez fait, si vous voulez le sortir en PowerShell, du moins en CSV, excusez-moi. Si l'attachment vous voulez sortir en CSV, vous pouvez rattacher le CSV dans le mail. Le taux, c'est qui on l'envoie, le CC, vous pouvez mettre même CCI, savoir si vous le sauvegardez dans les mails envoyés. Et après, vous allez faire un send MG user mail. Derrière ça, le send MG user mail, c'est vraiment la partie qui remplace votre send mail message. Vous mettez le user ID à qui ça part, body parameter, c'est tous les paramètres qu'on a mis là-haut. Le user ID, vraiment, c'était depuis qui vous l'envoyez. Et je vous ai mis les petits liens. Vraiment, ça, c'est vraiment ce que j'avais fait sur la partie de comment modifier le script. Vous aurez tout le détaillant pour pouvoir faire cette opération-là. Du coup, il y a vraiment une grosse modif de script à faire, de se dire, il faut que toutes les parties qui étaient en mailbox, à un moment, il va falloir que je les passe peut-être en exo mailbox pour gagner en performance. Ce n'est pas obligatoire. Je vous invite à le faire si vous avez du temps. La partie mail message, au lieu d'aller se connecter directement à du SMTP Office 365, on va aller se connecter à l'API parce qu'on avait fait direct une connexion graph, un send MG user mail, et en fait, la chose qu'il y a, c'est que ça va passer sur l'API. Donc, si vous voulez, je peux vous montrer, je crois que je dois avoir un peu de... Et après, je vous ai mis, d'ailleurs, la map, elle est là.
Je vais aller vous la chercher. Tac. La map de correspondance dont je vous avais parlé, elle se balade ici. Et elle est vraiment, vous avez la partie, toutes les parties, voilà, vous avez les parties Azure ADMS, etc., Directory Unit, Administrative Unit. Vous les en triez, c'est plutôt sympa. Maintenant, il n'y a pas tout qui existe. Là, c'est des maps vraiment Azure AD, il y a du certificat, contact, etc. Mais il n'y a pas encore tout. Vous voyez qu'il y a des cases blanches qui se baladent. Du coup, c'est pas non plus voilà, Contact Manager, ça n'a pas été encore fait en MG. Et malheureusement, sur les parties Exchange, c'est encore un peu vide. Par contre, sur les parties user, il est vraiment pas mal. Là, vous avez la partie MSOL. Pour ceux qui faisaient pas de l'Azure AD, mais plutôt du MSOL, vous avez la partie MSOL qui est là. Donc, plus vraiment, voilà. Aujourd'hui, MG Graph, je vous invite à y passer. C'est vraiment ce qui va pouvoir vous aider sur ça. Ça va vraiment vous aider à avoir des choses plus sécures et ça va pouvoir vraiment être filtré. Vraiment, vous allez pouvoir mettre après des choses de sécurité supplémentaires pour ça. On a Kim qui est ici dans le Teams qui se fera plaisir avec ça sur la sécurisation des applications. Vraiment, voilà, pouvoir déléguer l'identité vers une application Azure AD. Puis après, chargez-vous de sécuriser votre application. Si, je vais essayer, attendez, je vais juste aller voir vite fait si j'en ai une qui se balade pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Sinon, je peux vous montrer vite fait sur Antonat, tac. À la création, tac, Azure Active Directory. Donc là, vous voyez, il y a le panneau Entra. Donc ça, c'est vraiment le nouveau panneau Entra. Et dedans, à chaque fois, vous allez avoir application. C'est pas ce qui nous intéresse, c'est pas application d'entreprise, c'est inscription d'application. Et donc du coup, vous allez pouvoir après, du don, nouvelle inscription d'application, PowerShell script. On va laisser juste les comptes de cet annuaire-là. On va l'inscrire, elle va se créer. Et donc après, c'est là, comme je vous disais, l'ID d'application, donc le client, ce qui va vous servir pour vous connecter à votre CMDN PowerShell va être là. L'ID de l'annuaire va être ici. Puis après, vous allez pouvoir créer ici vos secrets ou votre certificat. Donc là, vous voyez, je crée un secret vite fait pour montrer. Donc, il faut le nommer Secret PS. 6 mois, par exemple. Par défaut, c'est 6 mois. Je vous avais montré le maximum, c'est 24. Vous avez des durées personnalisées aussi. Quand vous partagez c'est-à-dire quand vous ouvrez une API à l'externe, vous pouvez mettre des valeurs personnalisées là-dessus. Et voilà, ça va vous filer la valeur qui est là. Et lorsque vous allez actualiser la valeur, tac, elle a été masquée. Donc concrètement, vous pouvez la copier qu'une fois. Si vous la paumez, vous êtes bon à régénérer un secret. La partie certificat, c'est ici pour le télécharger. Vous avez juste à télécharger le certificat. Pour les parties API, on va dans API autorisé. Par défaut, lorsque vous créez une application, ça va vous donner le roi user read. Là, par exemple, ce qui va nous intéresser, donc on va aller voir Microsoft Graph. Donc là, on parlait d'une application. Je vais aller chercher mail. Et là, par exemple, la chose que je voulais faire, c'était l'envoi. Donc, je vais mettre mail send et ça va faire derrière ça un ajout. Donc là, vous l'avez ici. La chose qui est importante à faire à la fin, c'est que vous allez devoir accorder le consentement administrateur pour l'API. Si vous ne le faites pas, ça ne passera pas. Donc, accorder le consentement. Et là, une fois qu'on a fait ça, normalement, juste avec le certificat, le secret qui est là, les infos qu'il y a sur l'application, application client, locataire, API autorisé, vous pouvez faire un envoi de mail en PowerShell directement par cette application. Ce qui est bien, c'est que vous allez avoir des petites parties, alors pas ici, mais dans la partie application d'entreprise. Lorsque vous allez aller la chercher, lorsque vous allez aller chercher l'application, vous pouvez aller voir les connexions. Elle est là. Là, je ne me suis pas encore connecté dessus parce que je viens juste de la créer. Mais vous allez avoir des journaux de connexion. Et à chaque fois en PowerShell, vous allez pouvoir retrouver toutes les connexions qui ont été faites sur l'application. Donc des gens, à la base, quand il y avait des gens qui faisaient des connexions en PowerShell sur vos applications, vous saviez pas trop qui faisait une OP, etc. Là, vous avez toutes les OP qui sont faites sur l'API. Donc concrètement, vous pouvez faire vraiment un tracking de ça. Et après, comme je vous le disais, derrière, vous avez toutes les options de sécurisation, accès conditionnel et tout ce qui va avec. Du coup, voilà, ça fait à peu près le tour de notre présentation sur ça.
pense qu'on a fait à peu près tout le tour. Je vous remercie d'avoir écouté et je me tiens à dispo si vous avez des questions. A priori, il n'y a pas de questions. Ouais, merci à toi. Ça devait être super clair, hein, du coup. Mais c'était Non, super sympa, ouais. donc, du coup, tout le monde est déjà au moderne, ils sont déjà tous passés. Ouais, c'était super Non, mais intéressant. voilà, ouais. Normalement, si vous avez encore du SMTP ETH qui se balade, allez-y. Voilà. Normalement, le SMTP authentifié est pas encore du moins deprecated chez Microsoft, mais il est lourdement dans le viseur. Donc, tous les SMTP authentifiés, ouais, là, il y a du boulot. Ouais, mais c'est vrai que le module Microsoft Graph est quand même super puissant. Ben, là, il va venir vraiment continuer. Donc, je vous ai mis le module Exchange Online parce que c'est pas encore dans Graph. Mais par exemple, actuellement, déjà dans Graph, je vous ai mis la requête. Nous, on l'utilise, on l'a fait avec du Postman, on l'a testé. Et quand vous faites un get report mailbox usage detail, vous avez tous les mails dans la boîte. Après, malheureusement, c'est pas encore, j'allais dire, sous forme de SAMDLET. C'est de la requête, c'est vraiment du requêtage manuel sur ça, quoi. Oui, c'est ça. Mais ça va Ah bah, venir. Là, déjà, on peut lire les mails, on peut envoyer des mails. Après, on peut pas trop modifier les boîtes, voilà quoi. C'est pas encore ça. Mais ça va venir, ça va venir. oui, ils sont en train de faire un gros taf dessus, hein. Ouais, c'est en train, ça arrive au fur et à mesure. On va avoir. Là, il y avait quoi? Mail read, mail send. Il y a mail read write aussi qui existe, qui permet de faire de l'écriture de mail. Voilà, ça commence à arriver. Ça va permettre de faire des apps. Il y a le Exchange Manager App. Alors malheureusement, ça va pas arriver. Ça va arriver dans très très longtemps, je pense, parce que le module Exchange Online PowerShell V3 vient juste de sortir. Donc je pense que c'est pas encore dans les plans. Mais au fur et à mesure, ouais, le but c'est de ne plus avoir de modules tierces, les modules SharePoint et tout ce qui va avec. C'est d'arrêter tous les autres modules et de passer juste sur un seul module Graph, quoi. Ok, bah, c'était très clair, hein. J'ai l'impression que personne n'a de questions. Ça devait être très clair, du coup, dans la présentation. En tout cas, pour nous, ça l'était. Je te remercie beaucoup, Clément. Bah, je vous Merci, remercie en tout cas. Clément, super présentation. Et on se retrouve la semaine prochaine, le 31, avec Frédéric qui est ici et Nicolas, sur une session sur monter un lab sur M365 à 12h15. Je vous laisse à tous une bonne journée. Merci à tous pour votre présence. Merci à tous. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous.